Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir une dose de bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des humoristes et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michèle Desrochers, humoriste et improvisatrice, c'est bien ça? Oui, improvisatrice, par contre, je suis pas rémunérée, donc on le compte pas en carrière, mais c'est un bel outil pour ensuite devenir humoriste et être payé éventuellement pour faire des blagues. Exactement. En fait, c'est comme un type d'humour, j'imagine, l'improvisation. La raison pourquoi c'est indiqué un petit peu partout, mettons, sur mon site web ou dans mes bios que je fais de l'improvisation, c'est que je fais beaucoup de contrats qui sont variés. Donc, parfois à la radio, il y a des moments d'improvisation, parfois dans mon spectacle, je fais de l'improvisation. Donc, c'est plus une façon de créer. Puis, c'est là où j'ai découvert l'humour quand j'étais adolescente et jeune femme. J'ai fait de l'impro avant de devenir humoriste. Donc, c'est comme un outil de travail. Mais il y a peu de personnes au Québec qui vivent en faisant que de l'improvisation. Soit on va avoir des comédiens qui improvisent, des humoristes qui font aussi de l'impro. Donc, c'est un bel outil, mais est-ce que c'est une carrière actuellement? Je sais pas si je peux le recommander là, pour payer ses factures et tout. Très intéressant. Puis en passant, je veux te féliciter, en fait, pour ton premier show que j'ai été voir. C'est comme ça que je l'ai découvert. D'ailleurs, elle a été tellement généreuse. À la fin, elle a invité les gens à venir la rencontrer. Puis là, j'en ai profité pour plugger mon podcast. Puis elle a vraiment acquiescé de manière enthousiaste. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir aujourd'hui. Donc, félicitations pour ça. Puis en même temps, je veux juste dire aussi que tu as vendu plus de 28 000 billets. Donc, c'est quelque chose. Oui, c'est bien. Hein? Moi, c'est une belle fierté. On peut dire pour une humoriste de la relève. Je pense que c'est un beau chiffre. Surtout des beaux spectacles. Justement, je me souviens, celui que tu avais vu, ça a été très plaisant. Donc, merci d'être venu m'encourager. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Fait que moi, ma boîte de production, on est très contents. Surtout pour ce qu'on appelle un premier spectacle. C'est pas la première fois que je le fais, mais c'est mon premier one-woman show officiel. OK, super! Donc, on est content de ce résultat-là, puis on bâtit quelque chose. Oh, génial! Puis aussi, je t'avais déjà vu au bordel. C'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, puis j'ai dit, ah non, elle, c'est sûr, faut que j'aille la voir en show. Oui, c'est cool. Ça veut dire que tu as vu un petit 10 minutes de moi, puis là, tu t'es dit, oh, j'ai envie d'une heure et demie de ça. Exactement. La partie que tu parlais des professions, justement, là, mettons, ça m'avait marqué, mettons, l'optométriste. C'est-tu mieux comme ça ou comme ça? C'est vrai que ça nous fait un lien, parce que dans mon spectacle, il y a quand même un bon bout qui parle des professions, des métiers, exactement, des métiers cocasses, mais aussi d'aimer son travail et tout ça. Donc, c'est drôle, ça nous fait un petit lien de passion commune. Donc, j'espère que tu vas regarder mon podcast pour d'autres métiers, professions, comme ça va te donner une idée. Exact. Moi, j'ai déjà trouvé pour recommander à des amis qui cherchent, qui n'ont pas décidé ou qui n'ont pas trouvé leur rêve. Je pense que c'est une bonne référence. Oui, c'est ça. Ben, c'était surtout pour ôter les préjugés, là, aussi, sur les professions de taquine. Mettons, arpenteur, géomètre, ou whatever. En tout cas, je fais des liens avec son show. C'est quoi un arpenteur géomètre? Ils font quoi, les arpenteurs géomètres, à part dire qu'ils sont arpenteurs géomètres? Moi, j'en ai rencontré un arpenteur géomètre pendant que je faisais des spectacles. Je parlais au monde du sujet. J'en ai rencontré un. Je posais des questions sur sa job. Il répondait de façon défensive, comme quelqu'un que sa job n'existe pas. Hein? Mais j'ai eu bien du fun à écouter ça. Donc, je vous invite à aller le voir. On poursuit. Donc là, maintenant, j'aimerais ça que tu me donnes une définition de qu'est-ce qu'un ou une humoriste. Très intéressante question. Je pense que c'est une définition qui évolue avec les années. Contrairement à certains autres métiers, je pense que le rôle, tu sais, autrefois, il y avait des bouffons, là, maintenant, on est ailleurs. Donc, je pense que ça évolue beaucoup. Pour moi, une humoriste, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant rire. Et après ça, je pense que c'est large, les tâches. Donc, ça peut être en travaillant à la radio, la télévision, sur la scène. Moi, ma préférence, c'est la scène, et je pense que c'est aussi ça qui monte. Attention, mon goût! J'ai trop d'énergie! Je pense que moi, la scène, c'est mon préféré, puis c'est aussi ce qui détermine pour beaucoup d'humoristes ce qui fait un vrai humoriste ou non. C'est le test, là, de faire un spectacle comme tu as vu d'une heure et demie avec des blagues. Mais comme je dis, ça prend beaucoup de formes. Il y a des gens qui sont humoristes, animateurs. Il y a des gens qui se sont fait connaître par le web, qui gagnent leur vie avec ça. Donc maintenant, c'est large et pour moi, c'est très ouvert. Je vais
pas dire lui, il n'est pas humoriste parce qu'il fait ça comme ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en essayant de faire rire. OK, parfait, très bien dit. Puis tout à l'heure, tu disais que tu te considérais comme un humoriste de la relève. Qu'est-ce qu'on entend par humoriste de la relève? C'est quoi la nuance? Ça aussi, je pense que ça peut créer des débats. Disons que la relève, elle n'est pas à même place pour quelqu'un qui est dans le milieu de l'humour versus quelqu'un qui serait un novice par rapport au sujet ou ce qu'on appelle tu sais, monsieur, madame, tout le monde, mettons, qui connaissent 2, 3 humoristes, mais ils ne s'intéressent pas nécessairement au milieu de l'humour. Ça va être différent. Donc, moi, je me considère relève aux yeux de ces gens-là, du grand public. Ils me connaissent un peu. Des fois, ils ont l'impression de me reconnaître au centre d'achat, mais ils ne savent pas réellement je suis qui. Non, Donc, pour eux, je suis dans la relève. Je ne suis pas connue, pas du tout connue comme Jean-Marc Parent, Lise Dion, Laurent Paquin. Donc, j'appartiens à la relève. OK, donc c'est comme associé à un statut de vedette, si on veut, quand tu es rendu que tu n'es plus dans la relève? Il y en a qui utilisent je pense que pour le grand public, cette idée-là d'être connu ou non, c'est ça qui tranche d'être la relève ou non. On parle de nouveaux visages ou de gens établis. Par contre, dans le milieu, là, je pense que les gens me diraient que je ne suis plus relève parce que je peux gagner ma vie avec ça. J'ai une certaine reconnaissance au niveau de mes pairs, de mes collègues. Donc, je pense qu'on peut plus parler de relève parce que on associe relève des gens qui n'ont pas fait beaucoup de spectacles ou qui ne peuvent pas gagner leur vie ou tout ça. Donc, toi, tu restais assez modeste là, au début quand tu disais que tu étais de la relève, c'est ça? Ben, ça dépend comment on le voit. Quelqu'un qui n'aime pas mon humour va dire ça, c'est une petite de la relève. Quelqu'un qui me connaît bien, qui me côtoie au bordel, qui travaille avec moi, va dire Michel, t'es plus dans relève, on te voit partout, t'es capable de gagner ta vie, t'es rendu ailleurs. Donc, ça dépend. Il y a différentes perceptions. Dépendamment dans l'œil de qui, on décide ou non si on est dans la relève. OK, parfait. Très intéressant. Merci d'avoir démystifié ça. Donc là, maintenant, je vais donner ma petite définition là, selon un site de développement de carrière. Donc, ça s'appelle le site monemploi.com. Qu'est-ce qu'un humoriste? On dit que c'est une personne qui, seule ou avec des collaborateurs, écrit, met en scène et interprète des numéros, que ce soit des monologues, des sketchs, mimes, imitations, etc., dans le cadre de spectacles présentés en salle, à la télévision ou à la radio, est destiné à faire rire ou à faire réfléchir le public. Ça ressemble un peu à ce que tu as dit. Ça ressemble beaucoup. Je pense qu'il manque peut-être dans cette définition-là cet aspect-là dont je te parlais là, du web. Des gens qui se sont fait connaître, par exemple. Les réseaux sociaux. Podcasts, réseaux sociaux, TikTok, vidéos. peu importe, Eux, justement, des fois, il y a un débat là-dessus. Les humoristes plus vieux, plus établis vont dire, mais là, il n'est pas connu. Mais oui, mais il est connu dans Instagram, dans TikTok. Donc ça, c'est une nouvelle sorte peut-être qu'on peut rajouter à la définition, mais sinon, je pense que ça présente bien ce que c'est d'être un humoriste. Excellent, bien complété. Merci beaucoup. Donc maintenant, je voudrais savoir, tu sais, on parlait d'écriture, tout ça. Toi, est-ce que tu écris tes numéros de spectacle? Oui, absolument. Mon spectacle que je tourne en ce moment, c'est moi qui ai écrit pratiquement la totalité, mais je travaille avec une auteure qui s'appelle Maryse, qui est très douée, que j'ai rencontrée à l'école de l'humour. Ah, super! Donc, je pense qu'un des secrets du métier, c'est de bien s'entourer, avoir une belle équipe autour. Un Donc, bon réseau. Elle est un peu dans tous mes textes, Maryse. Elle est dans mes Google Docs. Elle corrige, elle bonifie, elle donne des idées, elle pose des questions. Qu'est-ce que tu t'essayais de dire par ça et tout ça. Donc, elle a script édité le spectacle. Ça veut dire d'avoir un portrait global des textes, d'améliorer, de demander on coupe-tu ce bout-là. Donc, ça, c'est un travail qui est important. Mais c'est sûr que moi, je trouve que je suis à mon plus drôle quand c'est moi qui ai fourni le début du numéro, la genèse de l'idée, puis il faut vraiment que j'écrive le cœur du texte. Comme 80%, il faut que ça sorte de moi. Parce que si quelqu'un m'écrivait un texte que j'ai pas produit, là, je pense pas que j'arriverai à le défendre. Donc, ça ne te représenterait pas assez dans ce sens-là. C'est ça, exactement. Donc, c'est la majorité de moi qui fournit. Puis après ça, dépendamment, quand on est rendu à la télévision ou en radio, là, il y a des recherchistes avec qui on collabore au texte qui vont nous dire est-ce que les faits sont exacts? Est-ce que tu veux vraiment dire ça? Et en télévision aussi, c'est la même chose. Il y a des auteurs. Mais c'est sûr que moi, ce que je préfère, c'est sur la scène quand c'est moi qui écris le texte. Ça, c'est le top du top. Oui, je peux comprendre. Donc, tu as toute une équipe aussi qui est là pour peaufiner le tout. Là.
Exactement, c'est sûr. Super. OK. Penses-tu qu'il faut être naturellement drôle pour être humoriste? Est-ce que c'est un talent inné ou c'est acquis? Comme moi, là, je me trouve zéro drôle, mais si je décide que j'ai le goût de me lancer là-dedans demain matin, m'inscrire à l'École nationale de l'humour, est-ce que j'ai des chances? C'est une très bonne question. OK. Je pense que le potentiel humoristique il doit avoir une base là, qui est là, qui arrive bien avant l'école ou l'idée d'aller à l'école de l'humour. Là. Tu sais, mettons, dans ta famille, est-ce que les gens ont de la répartie? Est-ce qu'il y a du sens de l'humour au souper ou pas du tout? Mhm. Ça, c'est des outils là, qui vont être pratiques plus tard. Puis évidemment aussi, il y a une curiosité intellectuelle pour l'humoriste parce que sur la scène, on observe le quotidien, on observe la psychologie. Donc, l'impro, c'est un bel outil. Quand je te parlais que j'ai fait ça avant, quand je suis arrivée en humour, au moins, je savais c'était quoi une blague, une situation comique, un personnage exagéré. Ça, c'est toutes des choses qui sont des bons outils. Après ça, je pense que ça se peut qu'il y a des gens qui ont un fort potentiel humoristique puis qui ont seulement à le travailler, puis d'autres qui partent de plus loin. Puis là, c'est difficile à enseigner l'humour. C'est comme enseigner des trucs tellement de base que c'est dur à expliquer, comme marcher. Oui. OK, je vois. Donc, est-ce que si tu décides demain de vouloir devenir drôle, c'est possible? Oui, mais je pense que c'est un processus qui peut être long, puis il faut que tu aies une grande ouverture d'esprit, puis il faut que tu aies beaucoup de temps à investir dans ce projet-là. Ça, c'est ce que je pense humblement. Mais tu sais, moi, je coachais de l'improvisation auprès des jeunes au secondaire. Puis déjà, en faisant des petites auditions, à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, je pouvais voir chez un jeune le potentiel? Un potentiel, un éveil d'esprit, une compréhension du comique, une facilité à la communication. Tout ça, je pense que c'est des petites briques qui permettent de construire quelque chose. Mais il y a des gens qui partent de loin, ils ont peur de parler en public, ils savent pas nécessairement ce qu'ils veulent dire dans leur prise de parole. Donc, la créativité aussi, c'est important. Oui, c'est ça, le jeu imaginaire. Je sais pas si tu faisais ça quand tu étais petite, là, de jouer aux sirènes, faire semblant, tu sais, cette idée-là. On est toutes passées par là, Ben, les humoristes, on n'arrête jamais, nous autres. On est encore dans ce jeu imaginaire-là, dans se parler tout seul, puis être créatif. Là, on est des enfants un peu adultes. Oui, j'imagine que ça va de soi. OK, très intéressant. Puis, est-ce que vous pouvez être considérés comme des acteurs aussi en même temps? Tu sais, ça fait référence à ce que je viens de dire. Si tu es capable de acter, tu peux acter le comique. Oui, il y en a qui diraient ça. Moi, je me considère comme une mauvaise actrice, sincèrement. Je trouve que dans mon spectacle sur scène, quand je dis le texte que moi j'ai écrit, il y a une sincérité là-dedans. Donc, il n'y a pas de acting. C'est-à-dire que ça part d'une vérité. Mais pour être dans une série, là, que quelqu'un m'a écrit un personnage, moi, ça paraît que j'ai pas fait l'école de théâtre. Ça, c'est un autre chemin complètement, l'école de théâtre, avec les exercices de voix, le jeu physique. Ça, c'est... Donc, il y a des humoristes qui sont bons acteurs, il y a des acteurs qui sont bons humoristes, mais je pense que c'est quand même deux écoles de pensée puis deux talents différents. Mais ça se croise. Mais moi, je me considère pas comme étant la meilleure actrice. OK. Très intéressant. Puis par rapport à la voix, tu parlais tout à l'heure, vous, est-ce que vous avez des exercices de voix à faire? Oui, parce que c'est ça, à l'école de l'humour, il y a le fameux cours de voix, mais on dirait que les acteurs puis les chanteurs, ils font ces exercices-là, tu sais, tu travailles ton diaphragme, tu parles avec différentes parties de ton corps, tu as une hygiène, tu bois du thé, du gingembre, il y a même des gens qui se rendent des affaires, apparemment. Mais nous, les humoristes, on est connus pour être les paresseux de cet aspect-là, parce qu'on parle pendant 1h30, mais on les fait pas, ces exercices-là. En tout cas, moi, je les fais pas. Non. Je sais pas s'il y en a qui les font, là, mais on est un petit peu les paresseux de ça, les humoristes, puis il y en a, ça les rattrape. Quand tu es au milieu d'une tournée, là, soudainement, tu as un virus ou tu as fait 400 shows en ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les gens font de leur mieux. Tu t'amènes un petit breuvage chaud, tu fais une petite prière pour que la voix soit au rendez-vous. Il y a toutes sortes de remèdes, là, comme je te disais, des histoires loufoques qu'on entend, de suppositoires, de gingembre et tout ça. Je pense que l'idée, c'est de faire attention à sa voix. Si tu as des spectacles, tu jases moins dans la vraie vie. Puis tu fais ménage. Oui, ou l'hygiène de vie en général. Là, moi, c'est-à-dire que je suis une humoriste, mais je ne suis pas très rock'n'roll. Je me couche tôt, je ne bois pas vraiment d'alcool. Donc, il y a l'hygiène de vie aussi des artistes. On le voit de plus en plus, les humoristes sont sérieux. Avant, on était connus pour le party. Là, maintenant, le monde arrive, ils
ils ont leur gourde d'eau, puis sont prêts à travailler, disons. Ouais. Ça se sent. Fait Ouais. qu'on prend soin de nous, on espère que la voix va être au rendez-vous. Oui, OK, parfait, merci. Maintenant, tu as répondu un peu à ma prochaine question. C'était dans le sens, est-ce que tu incarnes un personnage lors de tes shows d'humour ou tu pourrais dire que c'est 100% basé sur tes expériences de vie? Je pense qu'un personnage d'humoriste, souvent, là, c'est comme une loupe sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend un défaut, une qualité qu'on a, puis on exagère. Donc, souvent, ça part d'une vérité, mais c'est sûr que c'est plus grand que nature. Là, pour nommer des exemples de la culture populaire, mettons Martin Matt, il a choisi son arrogance, puis il en a fait une exagération Oui. qui fait tout ce qu'il est sur scène, puis c'est drôle, tu sais. Oui. Donc, moi, dans mon personnage de scène, il y a de l'autodérision, mais il y a aussi le côté de s'assumer comme étant bizarre, qui est mis de l'avant. Oui. Et tout ça, c'est vrai, mais c'est sûr qu'on fait x10. Puis c'est la même chose avec les anecdotes, les histoires sur scène. On part souvent de vérité. Les humoristes ont vu des choses cocasses. On se dit, on met ça dans le spectacle. Oui. Après ça, on le teste. Puis là, on se dit, quand je dis que ça fait 7 ans, c'est pas drôle, je vais dire 7 mois. Ou, la fille a dit ça, mais ça serait plus drôle si elle a dit ça. Donc, souvent, on part d'une vérité, mais on la maquille, on la transforme pour arriver qu'elle soit au plus drôle. Oui, c'est ça, exactement. OK, super. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? C'est vraiment une bonne question, ça. Je ne sais même pas si on peut parler d'un choix de carrière. On dirait c'est beaucoup des accidents de parcours qui m'ont mené ici. Moi, dans le fond, je visais une carrière en littérature. J'avais cette idée-là, du moins, plutôt romancée, là, que j'allais écrire de la fiction, des romans. Et puis finalement, dans mes études littéraires, je trouvais que ce que j'écrivais, c'était un peu trop triste. Okay. J'avais le jeu très triste en littérature et j'avais envie de quelque chose de plus drôle, de plus léger. Donc ça m'a amené à l'humour, à l'improvisation. Et finalement, comment j'en ai fait une carrière? D'abord, j'ai fait l'école de l'humour, mais aussi j'ai plongé dans ce rêve-là. J'avais peur de l'échec, j'avais peur de l'humiliation, de ne pas être à la hauteur. Puis un jour, je me suis dit, là, je dois le faire pour être heureuse. J'ai vraiment été frappée par ça. Là. J'avais parlé, début vingtaine, on a des questionnements sur la page. J'avais appelé mon papa, j'avais dit, là, je suis habitée d'une tristesse. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, fais ce que tu aimes. Je dis, bon, obligée de faire ce conseil. Donc, j'ai pris ce risque-là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours trouvé du travail. Moi, je suis une battante. Je me remets de l'avant, je replonge, je fais des projets. Donc, ça a été surtout de plonger et de choisir ça. Mais comme je te dis, l'improvisation, c'était pas la carrière, mais ça m'a aidée. Ouais. La littérature, c'était pas ça finalement, mais ça m'a beaucoup aidée parce que il y a des liens à faire. Là. C'est ça. Donc, des fois, quand on fait une formation puis on se dit ça n'a pas rapport ou j'ai fait ça, mais finalement, je fais autre chose. Il y a des compétences transférables, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ils se réorientent, mais ils se rendent compte que quand avant, j'ai fait du graphisme ou quand avant, dans une autre carrière, j'étais en communication, ben là, tout ça, ça m'aide. Donc, je pense que c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce métier-là. Puis j'ai retrouvé un peu un rêve que j'avais quand j'étais jeune fille, que j'avais comme étouffé. J'avais vu Louis-José Hood en spectacle, j'avais vu Fred Pellerin en spectacle. Puis là, j'avais eu envie de ça, mais j'avais peur. Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que ça va être possible? Je voyais ça. C'est une personne sur 1 million qui peut faire la job. Finalement, la seule façon que j'ai réussi à me convaincre, c'est de me dire, je dois être cette personne-là, finalement. Donc, j'ai fait un pari audacieux. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cet emploi-là. Un pari audacieux, OK. Mais est-ce que tu pourrais m'en dire plus, donner un truc ou quoi que ce soit, mettons, au niveau de ta confiance en toi ou... Je sais pas. Peux-tu m'en dire plus parce que je trouve ça tellement courageux? Qu'est-ce que je peux dire de plus sur comment on trace le chemin vers devenir humoriste? Je pense qu'on prend toutes les chances de faire des choses qui ressemblent à être humoriste. Avant qu'on ait cette chance-là d'être sur la scène, là, seul avec le public. Exemple, on fait de l'impro, on fait de l'animation dans un camp de vacances. On a des discussions animées avec nos proches. On étudie des trucs, par exemple, connexes, mettons qu'on ne se sent pas prêt d'y aller, mais qui vont nous servir. Ça, je pense que ça amène à être humoriste. Puis où on va chercher cette confiance-là, vraiment, là, on monte sur la scène. Oui. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Moi, en plus, l'humour est en santé actuellement au Québec. C'est pas la plus grande période de vente de billets parce que tout est trop cher. Le pain est cher, le lait est cher, ça n'a plus de sens. Mais l'offre de spectacle, la chance que moi, je peux monter sur la scène
plusieurs fois par soir, tu sais, avec la quantité de soirées d'humour qu'on a. Donc, c'est remonter sur la scène. Moi, tout me ramène à la scène. Quand ça va bien, je me dis, je suis une star, on refait ça demain. Quand ça va mal, je me dis, mon Dieu, je suis tellement nulle, il faut que je recommence, on remonte sur la scène. Donc, si vous sentez cet appel-là, là, que tout vous ramène à la scène, là, puis que même quand vous êtes bon ou mauvais, vous aimez l'humour, ça, c'est important. Quand on aime quelque chose, on accepte au début d'être mauvais. Exactement. Puis si on le fait juste 5 minutes, tu sais, le violon, là, c'est long, là, avant d'être bon. Oui. Donc, moi, je donnerais ce conseil-là. C'est Ben, normal. c'est un peu comme moi puis mon podcast, mettons, je savais que j'avais pas nécessairement de talent pour l'animation, mais je me suis dit, let's go, lance-toi. Moi, ça m'allumait tellement cette occupation-là, donc j'ai été, puis tu vois, à force de pratiquer, ça ira de mieux en mieux. Ben oui, puis tu vas regarder tes premiers podcasts, tu vas te dire, Oui, oh il y a mon Dieu, je suis toujours ailleurs une maintenant, évolution. j'anime très bien. Oui. C'est vraiment Ça ça. finit jamais, moi, je dis. Ça Ouais. finit jamais. On ne cesse de s'améliorer. Donc, dans un monde de rapidité, fait que ça arrive souvent, je pense que les gens sont comme, je pense que j'aime la guitare, j'aime pas ça, j'aime l'aquarelle, j'aime pas ça, mais il faut se donner une chance de vivre ces premiers moments. Pratiquer aussi beaucoup, là, puis Ouais. ça va aider. Oui, exactement. très intéressant. D'accord. Maintenant, quel a été ton parcours académique? OK, j'en ai parlé un petit peu. Je vais te le dire Exact. plus spécifiquement. Donc, Oui. évidemment, j'ai fait une école primaire et secondaire, comme la loi le veut. Et déjà à l'école, là, je me suis toujours sentie très connectée à l'école. Moi, je venais d'une famille où tout allait bien, mais où j'avais besoin d'aller chercher à l'école de la validation, de l'art, puis aussi de l'aide là, de d'autres adultes qui voient un potentiel en moi. Donc, j'ai fait le primaire, évidemment, le secondaire au programme d'éducation internationale, duquel je garde des valeurs incroyables, Homo Faber. Ah, super. Apprendre à apprendre, l'honnêteté intellectuelle, ça, je t'en parlerai tantôt. Parfait. Et après ça, j'ai fait le cégep du Vieux-Montréal OK. en création littéraire. Donc, ça, c'est un petit diplôme d'études collégiales qui était bien, que j'ai fait en 3 ans. Évidemment, j'ai ralenti le processus à cause de l'improvisation. C'est le truc. Et après ça, j'ai étudié à l'université que j'ai pas terminé un bac en littérature française. Oui, que tu nous as Et parlé. c'est à ce moment-là que ça a commencé à mijoter dans ma tête. Parce que je voulais être prof de littérature dans le but de faire rire mes élèves. Donc là, je me suis dit, bon, c'est un petit peu bizarre comme projet. Donc ça fait le tour du parcours. Puis après ça, j'étais allée à l'École nationale de l'humour. Puis ça, je pense pas que ça compte comme un DEC. Là. Je pense que c'est un AEC. Ah, merci! Oui, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai fait ça après. Puis depuis ce temps-là, j'ai simplement l'École de la vie qui se poursuit. Oui, exactement. Ça fait le tour du parcours. Là. Excellent parcours. Parfait. Donc, maintenant, on va en parler. Pour être humoriste, c'est pas nécessaire non plus d'aller à l'école, mais pour ceux qui veulent entreprendre cette voie-là, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, il y en a qui se partent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs façons de le faire, là, puis il y en a qui ont percé. Je pourrais te nommer des noms. Est-ce que tu en as, toi, des noms qui n'ont pas été à l'école de l'humour puis qui ont très bien percé à l'heure actuelle? Oui, je ne vais pas me tromper. C'est sûr que je ne connais pas la vie par cœur de tout le monde. Comme par exemple, il y avait Arnaud Soli, P.A. Méthode, puis il y avait aussi Mariana Mazza. C'est bien ça? Oui, exact. Trois personnes qui sont en très bonne position là, dans le milieu de l'humour, qui font beaucoup parler, qui sont très connus puis qui gagnent très bien leur vie. Donc, c'est des bons exemples de parcours où là, ils n'ont pas fait l'École nationale de l'humour. Exactement. Pour poursuivre avec des études plutôt académiques, donc vous pouvez suivre un AEC, comme on disait, de 2 ans à temps plein en création humoristique pour devenir humoriste à l'École nationale de l'humour. Donc, c'est environ une douzaine de candidats qui sont retenus seulement chaque année. Oui. Donc, bravo, il y a de quoi être fier. Wow, props! Puis, il faut, en fait, pour les étudiants canadiens, le coût est d'environ 16 000. Je vous conseille d'aller sur le site enh.qc.ca. Ouais. Pour les humoristes de la relève, il est possible de réussir professionnellement sans étudier à l'ENH, comme on a dit. Ça peut être dans des soirées d'humour, dans les restaurants et les bars. Parfait. Donc, ensuite de ça, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail à la sortie de tes études? Non. Ça n'a pas été difficile pour moi de trouver du travail à la sortie de mes études. Ah, tant mieux. Une des choses que j'ai faites à l'École nationale de l'humour, et c'est peut-être pour ça que j'ai un souvenir comme quoi c'est cher, c'est que je ne travaillais pas pendant que je l'ai fait. Donc, j'ai fait pendant 2 ans intensivement l'École de l'humour. Donc,
mes dépenses à ce sens-là étaient à mes frais. Puis j'avais tout de suite déjà commencé à travailler dans les soirées d'humour, les bars et tout ça, ce que tu nommes. Ça aide, ouais. Donc, j'en ai trouvé avant de faire mes études. Puis je pense que la clé, c'est de ne pas compter là-dessus. Au sens que l'école d'humour, c'est un bel outil. Oui. On apprend l'éthique de travail. On produit beaucoup de matériel que par la suite, on peut utiliser. Ou du moins, ça nous dégêne la plume. Ça permet de commencer à avoir une banque de blagues. On apprend aussi toutes sortes d'affaires. Il y a un cours d'écriture humoristique, il y a un cours de mouvement scénique, il y a un cours de voix. Il y a un cours de création de numéros qui est, à mon avis, le plus intéressant, où on crée presque chaque semaine un numéro de 5 minutes qu'on présente à la cohorte puis qu'on fait évoluer. Donc, tout ça, ça a une grande ça a une valeur. Oui, ça apporte beaucoup de crédibilité aussi dans un CV. Là, exact. De ça. Et au niveau des contacts aussi, l'école de l'humour est en contact avec le milieu, puis il nous présente, il nous donne la chance de présenter nos projets à des véritables producteurs de TV. Puis on a aussi, évidemment, nos spectacles de fin de session. Dans la salle, il y a de l'industrie. Il y a des gérants, il y a des gens du public, des gens normaux, il y a des gens qui travaillent en télévision, et donc on est vu, on a cette chance-là. Après ça, il n'y a aucune garantie. C'est le bémol que je veux apporter. Sur une cohorte de 12 personnes, normalement, dans une cohorte de 12 personnes, on va être capable de nommer 3 à 4 individus qui, finalement, travaillent comme humoristes, comme ils l'ont voulu. L'école de l'humour va donner un chiffre différent. Ils vont parler de 80% des diplômés travaillent. Oui, je ne sais pas si j'empiète sur tes... Non, ça, je ne le nommais pas, donc, mais je suis contente que tu en parles. Mais ça, je pense, c'est une statistique qui implique travailler de près ou de loin en humour. C'est-à-dire, ils vont compter là, si tu es auteur sur une émission ou si jamais, finalement, tu as fait quelques spectacles. Je pense qu'ils vont compter ces gens-là. Mais je pense que c'est un plus petit pourcentage des gens qui deviennent vraiment l'humoriste sur scène en tournée avec son spectacle. Mais comme je te dis, c'est comme j'ai l'impression que l'école d'humour, c'est un boost, c'est une occasion, c'est une vitrine pour se faire voir. Très bien dit. Après ça, il n'y en a pas de garantie à la sortie. Il n'y a pas de contrat qui t'est offert. Il y a un stage pour les gens qui sont dans le programme auteur, là, qui est celui 1 an au lieu de 2 ans. Pour les humoristes, c'est 2 ans. Puis ceux qui c'est 2 ans, on fait une tournée de spectacle qui pourrait compter comme un genre de stage, qui est une super belle expérience. Ben oui. Donc, beaucoup de belles opportunités, mais je tiens à le dire, aucune garantie de contrat à la sortie qui est donnée comme clé en main. C'est comme ça que je le présente. Oui, c'est ça. C'est bon. Je pense que c'est honnête. C'est ça qu'on veut avec le défilé de carrière. Donc, on poursuit. Est-ce qu'en début de carrière, les humoristes doivent se trouver un autre job? Ça aussi, bien évidemment, ça, c'est plus une question d'opinion. Donc, je vais te donner la mienne, puis au passage, je te dirai le portrait là, de ce qui se dit normalement. Je pense que pour bien des gens, par exemple, qui débutent puis qui n'ont aucun bagage puis qui se lancent là-dedans, ils n'ont pas le choix de garder un travail, on va dire un travail alimentaire souvent, là. C'est-à-dire que c'est pas ma passion, mais ça paye l'épicerie et le loyer. Moi, si tu me demandes mon conseil de personne plutôt intense, qui a tendance à se lancer dans quelque chose, puis qui a eu aussi, je tiens à le mentionner, de l'aide de mes parents, de l'aide financière sérieuse. Moi, mon avis, c'est qu'il faut plonger. Donc, il faut lâcher son travail. Il faut que ça soit le plan A. Limite, je recommande même pas de plan B. Mais moi, je veux dire, il faut aller à 100%. Là. C'est mon conseil de ma perspective et du résultat que ça m'a donné. Mais comme je te dis, j'ai eu des chances, des privilèges qui m'ont mené à ça. L'école d'humour m'ont aussi, j'ai payé, puis après ça, ils m'ont redonné une bourse en sortant. Donc, il y a ça aussi. Donc, moi, je recommande de tout lâcher et de plonger, mais est-ce que c'est un bon conseil financier? Je le garantis pas. Après ça, la majorité des gens vont garder un petit travail pendant l'école de l'humour, soit en partiel, soit pas du tout. C'est vraiment une expérience. L'école d'humour, c'est comme l'école de théâtre. Tu te plonges, là. C'est ta personnalité pendant 2 ans. Tu y penses tout le temps. Tu as 40 heures de cours, mais tu as aussi tout le temps l'humour en tête, puis tu baignes dedans. Donc, moi, je recommande le sans-emploi, puis c'est vraiment ça. Si c'est possible. Après ça, je comprends tout à fait que les gens ils font de leur mieux. Puis après ça, dans le début, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça peut prendre un certain temps. Les premiers shows sont payés 25$ puis 2 bières. Après ça, ça peut prendre un certain temps avant que tu puisses vivre de ça. Donc là, c'est sûr, il y en a qui n'ont pas le choix d'avoir un travail. Il y en a qui prennent un petit travail en lien avec l'humour, gestionnaire de réseaux sociaux, auteur pour les autres. Il y en a qui conservent un travail temps plein, temps partiel. Mais moi, je considère qu'au final, ça devient un frein
pour ton rêve d'humour, parce qu'à un moment donné, tu vas être fatigué, tu ne pourras pas faire le show, tu ne pourras pas écrire des textes, tu es au travail 40 heures semaine. Donc, je recommande de faire si c'est possible, de faire le plongeon. Oui, OK, on note. Tu as vraiment été persévérante, c'est très bien. Donc, on poursuit. Maintenant, c'est qui ton humoriste préféré, disons? Excellente question. J'en ai plusieurs. Me viennent toujours à l'esprit en premier Simon Leblanc, que j'adore, qui est incroyable, je cherchais pas des billets, ils sont tout vendus tout le temps. Il est incroyable. Il annonce sa tournée 5 minutes plus tard, c'est tout vendu. Oh, wow. C'est incroyable. C'est un raconteur, mais très, très drôle. Il y a de la blague, il y a une présence. Ça a été une grosse inspiration pour moi. Après ça, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écouté du Mike Ward. Chez nous, on écoutait aussi Les Grandes Gueules avec José Godet, Mario Tessier. Plus moderne, à l'heure actuelle, j'aime beaucoup Charles Brunet, qui est plus jeune, qui est incroyable. Aller voir sur les réseaux, puis ses spectacles en personne. Une machine, là, je l'adore. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de collègues que j'admire, puis c'est fou de rencontrer quotidiennement mes idoles, là, des gens que j'ai grandi en les écoutant. Et aussi, moi, j'ai une inspiration qui est assez globale. C'est-à-dire, j'aime des humoristes, mais il y a des gens aussi, comme j'aime Fred Pellerin. Je pense pas qu'il se décrirait comme un humoriste, mais il est très, très drôle. Oui. J'avais des inspirations aussi de littérature. J'aimais aussi François Pérusse, toute la littérature bizarre. Loulipo, là, ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque. Sol, Raymond DeVos, tu sais, large, là. Et moi, je m'inspire beaucoup large dans la vie, au sens où de la musique peut m'inspirer de l'humour, des dessins peuvent m'inspirer de l'humour. Moi, je trouve que toutes les formes d'art, c'est riche. Je recommande ça aussi des gens qui veulent devenir humoristes, aller voir des spectacles de l'humour, du théâtre, stimuler là, ce côté-là du cerveau, là, ouvrir ses œillères pour avoir beaucoup de choses à dire. Ça, je le recommande énormément. Donc, j'ai beaucoup d'inspiration, beaucoup d'humoristes que je trouve drôles. J'aime beaucoup aussi Sam Breton, pour ne nommer que ces gens-là. Excellent! Puis toi, ça fait combien de temps que tu es officiellement humoriste professionnel? Tu sais, comme je te disais, c'est pas tout le monde qui évalue un moment où là, t'es plus dans le relève, où là, t'es considéré humoriste. J'ai gradué de l'école de l'humour, je pense que ma sortie, c'était en 2019. Donc, on peut parler On peut dire que c'est à partir de là que tu es devenue Il y en a humoriste? qui voient ça comme ça. Moi, je le pense comme ça parce qu'après ça, c'est là que le lendemain, tu sais, c'est ça ta job, puis tu essaies de le faire. Donc, on peut parler de 5 ans dans le circuit humoristique, mettons. Mais si on recule à mes premiers moments de faire rire, monter sur la scène, j'en avais fait quand j'avais 12-13 ans, là, du stand-up puis de l'improvisation dans le cadre scolaire. Donc, c'est dur à mettre le doigt, mais je pense qu'on peut parler d'un 5 ans officiel là, à être humoriste. Ça donne une bonne idée, tu sais, c'est inspirant parce que souvent on dit les humoristes dans les débuts, tu sais, il faut attendre au moins 10 ans pour pouvoir vraiment percer ou quoi que ce soit, puis tu vois. Ouais, c'est intéressant ça parce que je sais, tu sais, quand c'est long, on se dit c'est parce qu'il faut persévérer, mais à partir de quel moment c'est mauvais signe que ça soit long, tu sais, parce que ça peut être rapide aussi. Tu parlais des réseaux sociaux, ça c'est rapide. En un an, tu peux, finalement, tu es humoriste, là, tout le monde te connaît. Ça peut être trop rapide aussi. Des fois, on a des chances, des opportunités qui viennent avec un stress. On en a vu des humoristes là, que c'est trop finalement. Là, fait que c'est du cas par cas, en fait. Là. Oui, puis je pense qu'il y a des humoristes aussi qui, des fois, ils baissent le chiffre. Tu te demandes, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Là, dans leur tête, ils sont comme ça fait 10 ans, mais ça fait 2 ans que ça marche. Fait que ça fait 2 ans pour dire, moi, c'est juste le bout que j'étais bon, que je veux mettre de l'avant. Fait que moi, ça fait 5 ans que je pense que je suis humoriste de métier. Là. Je le verrais comme ça. Après ta sortie de l'école. Oui, on peut dire. Parfait, c'est très bien. Maintenant, en tant qu'humoriste, est-il préférable d'être représenté par un agent ou une agente? Excellente question. Déjà, je vais faire la nuance entre agent puis gérant. Donc, agent, agence, normalement, on va parler d'une plus petite quantité de ton salaire qui va être donné à ces gens-là. D'habitude, 10-15%, ça peut être dans ces eaux-là pour une agence. Peut-être jusqu'à 20 des fois, pas sûr. C'est très... il n'y a pas de livre magique où c'est écrit tous les secrets de ça. Donc, agence, on donne moins de son salaire, souvent 10-15%. Et un agent, ça négocie des contrats, ça signe des contrats. Ça pense à toi pour des castings, des opportunités. Ça te parle, ça t'accompagne. Par contre, un gérant, on donne plus de notre argent à cette personne-là. Ça peut aller
15, 20, jusqu'à 25%. À l'époque, quand le milieu était un peu pourri, peut-être même plus. Mais maintenant, je pense qu'on est plus autour d'un 20-25% pour cette personne-là. Et un gérant, ça a une vision globale de ta carrière. Ça te donne des conseils. Ça fait aussi tout ce que l'agent aurait fait, c'est-à-dire négocier les contrats, trouver des opportunités, te partager des fiches de casting, discuter avec toi des contrats, faire des appels, des courriels, et beaucoup de ça. Mais c'est quoi le plus, en fait? Le plus, c'est d'avoir un regard global sur ta carrière et de te conseiller. Dire, ce contrat-là, moi, je le ferais pas. Je ne ferais pas cette publicité-là, ça te ressemble pas. OK, d'ici à 5 ans, on veut-tu prioriser la scène ou la télévision? Puis le gérant, il va venir dans ton meeting avec le producteur. Puis, il t'accompagne vraiment de près, là. Oui, il peut venir même avec toi au spectacle, s'assurer que ça va bien. As-tu besoin d'un verre d'eau? Es-tu en confiance? Tu vas-tu mettre ce linge-là? Est-ce que tu vas avoir un bon rapport à l'équipe? Donc, c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire personnel, ça reste de la business, là, mais il y a quelque chose de... Il y a une approche qui est plus personnelle, plus globale, plus dans le conseil précis, tandis que l'agent, il négocie le contrat, il signe, il va aller chercher un salaire, mais il ne va pas te dire je ferai ça, je ne ferai pas ça. C'est plus de travail. Puis c'est pour ça qu'on donne le petit plus au niveau financier. Par contre, je tiens à le dire, pour humoriste, j'ai vraiment l'impression que ni un agent ni un gérant va te trouver du travail. Ça, c'est peut-être une mauvaise conception que les gens ont. Mais toi, est-ce que tu as un agent ou un Oui, moi, j'ai une gérante qui est excellente. J'ai la Ouais. même là, depuis un bon bout. C'est juste que souvent, on va s'attendre comme humoriste, « Ah, mon gérant, il va me trouver du travail. » Mais ma gérante, c'est pas ça qu'elle fait. Le téléphone sonne, puis quelqu'un veut mon travail. Il veut que je participe à une émission de télévision, que je fasse un spectacle, que je fasse un spectacle corporatif. Elle prend la demande, elle me la soumet, elle me conseille si c'est une bonne idée ou non, elle négocie le salaire, elle négocie des conditions pour me protéger. Il va-tu avoir un micro, ça va-tu être le fun? Michel, elle va-tu avoir une loge, ça va-tu être confortable? Puis elle fait le suivi puis la communication avec cette personne-là, qui est un des aspects que moi, je ne ferais jamais. C'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Je ne ferais pas ça, moi, parler au téléphone, des courriels, ça me stresserait. Là, Fait que, elle fait tout ça. Ma gérante est exceptionnelle, mais il ne faut pas attendre d'un gérant ou d'un agent qui nous trouve du travail. Il va gérer le travail qui arrive. Des fois, j'entends des humoristes dire « J'aimerais savoir un gérant, enfin, je vais avoir des contrats. » Le gérant, il a accès à des offres de casting, des possibilités d'emploi, puis il va te plugger aussi. Tu sais, ça appelle, ils veulent leur autre artiste. Il dit, ben, elle ne pourra pas, mais connaissez-vous Michel? Donc, il te recommande, mais je veux juste pas que les gens pensent qu'un gérant, ça fait apparaître des contrats. C'est toi qui dois les dénicher, en fait. Ben, le gérant va les dénicher au sens qu'il va recevoir des offres, puis c'est le point où tous les offres vont converger, mais il va pas... c'est ça. Il peut pas comme inventer une demande. Il faut que les gens te demandent, puis là, le gérant te place, puis il va te suggérer, mais il ne va pas appeler et dire « Hey, Michel, viens-tu à Tout le monde en parle, là? » Ben non, Tout le monde en parle va t'appeler, puis elle va t'aider à gérer ça. C'est plus ça que je veux dire. Il accueille les gens qui ont besoin de tes services, mais c'est pas lui qui va aller les chercher pour toi. C'est ça. À moins que là, il y a une opportunité vraiment de me mettre de l'avant, puis de dire « Oubliez pas, Michel, elle pourrait joindre au projet que vous m'avez proposé pour l'autre artiste, ou... dire « Ah, Michel, on a reçu des offres pour une série, on pense que ça fitterait avec toi, peux-tu le faire? » Donc, outre les offres qui rentrent par courriel chez ces personnes-là, je veux juste apporter la nuance que c'est pas parce que tu as un gérant que le lendemain, ton horaire est plein, puis ta vie est bookée, puis tu gagnes plein d'argent. Même au contraire, c'est une dépense. Donc, il faut le voir comme ça, il faut le budgéter comme ça, il faut savoir que là, si je signe avec ce gérant-là, il va m'aider à m'organiser, il va me donner des bons conseils. Je vais sûrement, d'une certaine façon, avoir plus de travail, mais je vais aussi donner le quart de mon salaire. Puis, c'est pas garanti que cette personne-là va m'apporter 10 000 contrats. Il faut que moi, je crée des opportunités, je me mette de l'avant, puis que les gens me veulent. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu pourrais faire ça par toi-même, sans agent, sans gérant? Oui, tout à fait. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup d'humoristes à succès qui n'ont pas de gérant, qui n'ont pas d'agent. Il y en a qui ont juste un agent, justement, cette nuance-là. Juste besoin de quelqu'un qui me book mes shows. J'ai juste besoin de quelqu'un qui négocie mon contrat. Parce que ça, c'est évidemment que ça vaut de l'or. Parce que souvent, quelqu'un qui négocie le contrat pour toi,
c'est lui qui va aller chercher une augmentation de salaire. Ah, Puis OK. lui, il est au téléphone, elle dit, Michel, elle est vraiment bonne, elle vaut 10 000 de plus. Et moi, si je dis ça au téléphone, Ouais. moi, je suis vraiment bonne, payée plus cher. Ouais. Donc, souvent, cet agent-là, il se rembourse lui-même, au sens qu'il va te négocier sa propre cote qui est 10-15 mais après ça, c'est à ça que ça sert. Là, je pense. Bon, c'est parfait, ça. On a une bonne idée maintenant. Faut-il être obligatoirement membre de l'Association québécoise des professionnels de l'industrie de l'humour? Non, je pense pas que c'est obligatoire. On dit l'APIH de cette version longue-là. Je pense que. L'AQPIH, ça se peut-tu? Oui, ça se peut, ça se peut. Ouais. Association. Oui, OK, parfait. Qui est. Je pense que c'est essentiel quand tu veux présenter quelque chose aux Oliviers. Là, tu n'as pas le choix d'être dans ça. Je pense que tu n'as pas le choix d'embarquer à partir d'un certain moment au niveau des Puis, contrats. est-ce que ça prend ça aussi pour recevoir un Olivier aussi ou? Ça prend ça pour voter. Je ne sais pas si ça le prend pour être gagnant. Ben oui, logiquement, parce que je pense que ça le prend pour présenter ton projet. Puis tu peux juste gagner un Olivier si tu as envoyé ton nom. Ouais. Qui est un autre conseil que je donnerais aux gens. Si tu veux être humoriste, envoie ton nom, parce qu'il n'y a pas de chance que. J'ai entendu tout le monde se plaindre que vous ne gagnez pas d'Olivier, puis ils n'avaient pas présenté leur projet. Je veux dire, il faut dans la vie. Moi, je le recommande beaucoup, se mettre de l'avant, se suggérer, être volontaire, parce que ils vont pas te trouver les gens. Il faut absolument. Donc, je pense qu'il faut être dans la PIH, oui, si on veut être protégé par comme ce truc-là, mais aussi si on veut présenter aux Oliviers, en gagner un, puis voter aussi. Pour le reste, je sais pas. Je pense pas que c'est obligatoire si tu veux juste monter sur la scène, faire des spectacles. Là. Je suis pas sûre. OK, parfait. Ouais, généralement, les associations, c'est pas nécessairement obligatoire. Là. C'est plus quand il y a des ordres professionnels ou quoi que ce soit. Les professionnels sont obligatoirement tenus de s'y inscrire, mais pour des associations, c'est toujours facultatif. Là. Donc, parfait, mais c'est sûr qu'il y a toujours des plus. Comment tu définis les prix de tes billets de spectacle? Je les définis pas. OK. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu plus haut que moi, là, ça. Ben, plus haut. Il n'y a pas de hiérarchie, là, parce qu'on travaille en équipe. Donc, en théorie, on est tous assis à la même table, mais ça va être évidemment plus ma productrice de connivence avec l'équipe de production qui vont là évaluer les coûts de la tournée. Ça, c'est large. Écoute, le décor, le déplacement, la promotion, la publicité. Ça coûte de l'argent faire une tournée. Puis après ça, on se rembourse avec les billets. Donc, normalement, le prix du billet, soit l'artiste, s'il n'y a pas d'équipe, il le fixe lui-même. S'il loue un bar, il met le billet à 20$. Moi, ça a été un peu plus complexe que ça. Donc, la production, ils ont une idée en tête par rapport aussi à t'es rendu où comme humoriste. Tu vas sûrement vendre combien de billets, combien le public est prêt à payer pour toi. Donc, évidemment, pour Louis-José Hood, le billet est plus cher que pour moi. Puis la production, ça sort de où, ça, en fait? C'est la production liée au théâtre, liée à où exactement? Dans le fond, donc moi, je suis l'humoriste et on en a parlé avant, j'ai mon équipe de gérance. Donc ça, c'est une boîte de gérance qui me représente. À côté de ça, il y a une boîte de production. On en a plusieurs au Québec. Autrefois, Juste pour rire. Comédia aussi font de la production. Moi, je suis chez Groupe Faneuf, qui font François Bellefeuille, Louis-José Hood, Simon Gouache. Donc, ça, ce sont des producteurs qui vont s'intéresser à toi, à ta carrière, vont te regarder performer, puis vont décider qu'ils veulent produire ta tournée de spectacle. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour avoir une tournée, il faut qu'il y ait un producteur qui s'intéresse à toi. Exact. OK. Mais tu peux faire ce qu'on appelle l'autoproduction, qui est de plus en plus à la mode. Donc là, c'est toi-même, tu as assez de succès pour louer une salle, faire ta propre publicité, trouver ton technicien, et là, tu fais une autoproduction. Mais ça vient avec beaucoup de travail que tu dois faire toi-même. Moi, j'ai décidé de mettre ça dans les mains de gens qui comprennent mieux que moi les mathématiques, l'argent, toutes des choses que je ne maîtrise pas. Et ces gens-là font ces rôles-là, de faire de la publicité, choisir les salles, mettre le prix du billet. Évidemment, en m'en parlant, là, si un humoriste dit « j'aimerais ça soit moins cher » ou « on fait une tournée spéciale, ça va être tel prix », j'ai mon mot à dire, là, mais ils m'ont aidé à déterminer un prix qui a du sens, parce que si c'était moi qui décidais,
fait 4 piastres, tu sais, évidemment. Mais là, on fait quelque chose de beau, on fait une belle soirée pour les gens. On est dans les grandes salles, donc on a décidé d'un prix du billet. Donc, la production, c'est ça, c'est ce qui t'aide à produire ta tournée. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, j'ai décidé d'aller vers un groupe de gens qui m'aident, puis eux, évidemment, ils ont une comptable, ils ont du marketing, ils ont productrice, producteur et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Oui. Donc, tu récoltes pas 100% des bénéfices à ce moment-là? Non, exact. Si on prend mon salaire, peu importe le chiffre fictif qu'on se fixe, premièrement, va partir de ce qu'un travailleur normal donnerait déjà à l'impôt sur sa paye. Moi, je le paye plus tard. Donc, le port, l'impôt fédéral, provincial. Ensuite de ça, il y a les taxes. Moi, j'offre un produit, je charge les taxes, je dois les redonner au gouvernement. Donc, ça aussi, c'est un autre montant. Je le dis parce que c'est une belle mise en garde. Des premières années, on est tous excités de gagner de l'argent avec l'humour, mais on oublie ces petites dépenses. Ensuite de ça, je donne de mon salaire à ma gérante. Et pour ce qui est de la production, c'est plus une collaboration, au sens, eux, ils ont investi sur moi. On produit le spectacle. Et je reçois un cachet minimum, tantôt tu parlais d'association, de l'Union des artistes pour être sur la scène dans le spectacle. Je reçois des droits d'auteur sur le propre texte que j'ai écrit, comme je le performe, ce texte-là. Et je paye aussi ma script éditrice, mon metteur en scène, toutes les autres dépenses. Donc, cet argent-là, elle vient de moi, mais elle ressort aussi à un certain moment. Le producteur a sa cote. Idéalement, il se rembourse d'avoir investi sur moi. Donc, ça commence à devenir complexe, tout ça. Donc, c'est une petite partie de mon salaire direct qui me revient. Pour la tournée, c'est une chose, puis pour d'autres contrats, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, avec les dépenses qu'on fait, on parle plus d'un 40% de chaque salaire qui va venir dans ma poche et y rester, disons. Ça m'a pris du temps à m'améliorer. Moi, mais les premières années, j'étais pas bonne à me planifier. Les montants d'impôts, tu t'attends pas à ça. C'est pas comme ton ancien job qui le prenait tout de suite dans la paye. Donc, il faut s'organiser et tout ça. Mais c'est à peu près ça, les sous qui retombent là, vraiment dans ma poche. OK. Merci pour ta transparence. Ça fait plaisir. On va poursuivre avec tes principales tâches, donc ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Bon, j'écris des textes d'humour. J'en écris pour la radio, pour la télévision. Quand je fais une apparition, ça, c'est moi qui écris les textes avec l'aide de Maryse la majorité du temps. Sinon, je dois filmer des petites vidéos, des stories, je dois filmer des petites publicités pour mes propres spectacles, me mettre en valeur. Je dois faire des entrevues promotionnelles pour mes spectacles, qu'on voit, mettons, on va à la télévision, on dit venez voir mon spectacle, ma tournée. Je dois faire des spectacles pratiquement tous les soirs, 5 soirs semaine, soit au bordel, comme tu m'as vu, à d'autres endroits, ou ma propre tournée, ou des spectacles corporatifs, ou des soirées d'humour à travers la province. Ça ressemble à ça un peu le quotidien. Puis évidemment, on prépare ces projets-là. Donc, des fois, il y a du travail un petit peu, préparer ce qu'on va dire, faire des stratégies avec ma gérante, justement. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qu'on priorise? Tout ça. Parfait. Quelles qualités et compétences sont nécessaires pour faire sa place dans le milieu de l'humour au Québec? Je pense que les qualités d'un humoriste, c'est la créativité d'abord et avant tout, la répartie. Ensuite de ça, il y a la capacité d'adaptation qui est très importante. On travaille dans de multiples contextes, donc il faut avoir une souplesse à ce niveau-là. Culture générale, c'est très important. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Une maîtrise de la langue, c'est idéal, mais ça se travaille. Tant communication orale fluide que écrire aussi. Donc, ça, c'est l'idéal d'avoir ces outils-là. Après ça, il y a le cerveau marketing qui peut être intéressant. Mais tu vois, moi, j'ai mis ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres humoristes qui font de l'autopromotion, qui font de l'autoproduction. Eux-mêmes, ils ont un bon cerveau d'affaires. Donc, comment je vais me mettre de l'avant, comment je vais faire de l'argent. Moi, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas que je sois bonne là-dedans. Mais il y a des humoristes qui ont ce cerveau-là développé. Donc, ça, c'est dans les qualités. La lecture aussi des autres, là. Est-ce que la personne est à l'aise? Est-ce que le public rit ou ils sont mal à l'aise? Ça, pour savoir décoder ça. Observateur, là. Oui. Et de l'écoute aussi. Tu vois, tu fais de l'animation, c'est un peu ça aussi. Beaucoup d'écoute, là. Oui, exactement. L'écoute active, c'est super important.
T'as-tu dit les qualités et les défauts aussi? J'ai pas nommé les défauts, mais je sais tu veux en dire. Non, je me demandais, j'étais comme, je me suis juste des qualités, c'est positif. Ça donne une bonne idée. Mais tu veux-tu nous partager, mettons, un défaut que tu considères que Les t'as avec la profession? les défauts, ben là, évidemment, la paresse, là. Moi, j'ai la paresse en moi. Ok. Je l'assume. J'ai une grande éthique de travail. J'ai la passion, mais j'ai aussi la paresse. À cause je viens de l'impro. Moi, j'aime ça quand c'est spontané. Fait que des fois, je me dis, bon, j'ai pas envie de trop préparer. On fait ça sur le fly. Puis genre, ben là, moi, j'aimerais ça se préparer. Donc, l'impro, ça m'a laissé un résidu de pas beaucoup de travail, beaucoup de résultats que je dois combattre très au quotidien, ce parallèle-là. OK. Ouais. Ben, la vie d'humoriste, c'est beaucoup ça. C'est un mélange de paresse, mais en même temps énormément de travail. J'ai pas l'impression de travailler parce que je fais ma passion, mais finalement, tu te retrouves à faire plus d'heures que si tu faisais ta job normale, mais tu as choisi finalement ce genre de compromis-là. Tu sais. Parfait. Ensuite de ça, comment se déroule une journée type? Ben, il y a une variété, ça, c'est ça qui m'attire dans le métier, là, par rapport à un 9 à 5 dans un bureau. Je dirais que moi, il y a une différence beaucoup dans mes journées. Des fois, je fais des podcasts. Oui. Des fois, je fais de la radio. Des fois, je fais de la télévision. Ça, c'est plus des plus longs tournages. Là. On est sur des 10 heures, 12 heures pour essayer d'une fiction ou, par exemple, aller tourner dans un quiz ou une émission. Puis la majorité, c'est des spectacles. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est la route. Tu sais, si on s'en va en Gaspésie, ben là, c'est 10 heures de route. Oui, L'hôtel vrai, hein? aussi, il y a beaucoup de moments de solitude. C'est un métier de social, mais c'est un métier de solitude aussi, que moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime ça. Rouler seul, être seul à l'hôtel, ça me va. Il y a des gens qui font le saut pour qui c'est pas facile, qui s'imaginent que c'est un métier. Tu cherches de l'amour là-dedans, puis là, tu te dis, ouais, on suis allé à l'hôtel seul à Chicoutimi, moi, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ça, c'est à ne pas oublier. Mais dans les journées types, c'est ça, c'est écriture, des fois un petit courriel ici ou deux, spectacle, podcast. Puis après ça, c'est un peu l'humoriste qui décide de ce qu'il a envie de le plus faire de tout ça. Création de contenu web. Parfait. Avec qui tu travailles au quotidien? Tu nous en as donné beaucoup d'indices. Mon équipe, là, c'est ça. Oui, j'ai une grosse équipe. Mais j'aurais jamais pensé avoir une grosse équipe, mais je l'ai pas mal dit. Maryse Paradis, gérante, autrice, gérante, productrice et son équipe à elle. Donc, tu sais, on peut parler jusqu'à une vingtaine de personnes là, qui vont graviter autour de moi. Ça, c'est quand même fou. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Ben oui, c'est ça. C'est bon à savoir. Qui sont indirectement mes collaborateurs, parfois un peu mes employés. Aussi d'autres gens que je paye sur le site parfois. Dans la création de contenu, des fois, on a besoin d'aide. On a besoin d'un monteur ou on fait appel à quelqu'un d'autre. Des fois, je paye quelqu'un qui m'aide avec mes réseaux sociaux, soit pour poster, soit pour bonifier, pour me conseiller. Des fois, on va payer aussi des photographes, des stylistes, des chauffeurs dans certains cas, pas dans mon cas. Il y en a qui ont plusieurs auteurs, il y en a qui travaillent vraiment avec des plus grosses équipes. Donc, beaucoup de gens là, qui gravitent autour de toi. Il faut apprendre à travailler en équipe puis à faire confiance et tout ça. Parfait. Maintenant, quel est le type de clientèle lié à ton travail? Tes spectateurs, c'est quoi les spectateurs de rêve que tu désires avoir? C'est vraiment intéressant comme question. C'est un gros sujet en humour, le public cible. Moi, mon public cible, j'aime bien ratisser large. Du moins, c'est mon but. J'aimerais ça faire rire là, 7 à 77 ans. Là, vraiment tout le monde. Hommes et femmes aussi. Moi, je prends beaucoup à ça. Je crois que l'humour n'est pas nécessairement dédié à un genre ou un public restreint. Mais non. Dans mes salles, je vois de tout, mais c'est sûr que je vois beaucoup des femmes de mon âge. En fait, je vois des femmes entre 20 ans puis 60 ans dans mes salles, puis ils amènent leur chum, leur conjoint. Dans les grandes salles, on voit aussi des personnes plus âgées, parce que c'est une grande salle, parce que le billet est plus cher, parce que c'est ces gens-là qui ont l'argent actuellement d'aller voir de la culture. Dans les bars, on voit un public un peu plus jeune, on voit une variété aussi. Moi, j'aime tout ce monde-là, je suis contente. Oui, bon, donc, grande variété de public là, à l'humour. Mais c'est sûr que dans les bars, c'est adulte et plus vieux. Là. Moi, je fais pas, mettons, des shows d'école primaire, secondaire. C'est pas un service, mettons, que je mets de l'avant. J'aime bien faire rire des adultes, des ados, puis des personnes âgées. Je pense que ça rejoint assez de gens, mon humour. OK, parfait. Donc, c'est pour tous. C'est pas du 18 ans et plus, mettons. Est-ce qu'il y aurait de la vulgarité, des choses comme ça? Je laisse ça au bon goût des gens. Je trouve pas que je suis l'humoriste la plus vulgaire. Je suis pas crue en tant que telle, mais évidemment, il y a des petites allusions, mais je suis la pro de la métaphore. Donc, non, je constate que les ados, c'est au bon goût des parents.
On n'élève pas tous nos ados de la même façon. Mm-hmm. Après ça, enfants, bas âge, j'ai l'impression que tant au niveau des référents que des sujets, c'est peut-être moins pour moi. Il y a d'autres humoristes qui le font mieux, qui font des grimaces, des sketchs, de l'absurde, des chansons. Peut-être que c'est plus approprié là, pour des enfants de 7 ans, mettons. Oui, c'est ça. Parfait, parfait. Maintenant, est-ce que tu pourrais me nommer ton top 3 des événements les plus cocasses qui sont survenus en plein spectacle? Oh, OK, oui. On veut Top savoir. 3, top 3. Présenté par Gourou. C'est ça. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai jamais eu la fameuse crise cardiaque là, qui peut arriver. Là. Oh C'est pas que boy. l'humour, ça donne des crises cardiaques, c'est que l'humour, ça réunit beaucoup de gens dans une même salle. Ça augmente les statistiques. Tu sais, normalement, il y a du monde qui font des crises cardiaques, mais là, si tu mets 1000 personnes dans une salle, il y a plus de chances. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un, évidemment, des gens qui ont bu de l'alcool, une femme qui s'est... Elle arrêtait pas de crier. Je dis, ben là, à un moment donné, il va falloir quitter madame, déranger le spectacle. Elle s'est levée, elle est tombée par terre, de tout son long. Oh non. Et là, écoute, le public essayait de l'aider. C'était un désastre. Puis à cette époque-là, j'avais pas nécessairement d'expérience pour tout gérer ça. En plus, elle a quitté, puis son mari est resté jusqu'à la fin pour écouter le spectacle. J'ai pas compris. Fait qu'il y a toujours des trucs cocasses qui arrivent. Évidemment, bon, il y a des dégâts, il y a des imprévus. Moi, j'ai déjà aussi entendu un gros paf pendant mon spectacle. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un fusil. Non, c'est un projecteur qui éclate. Ça fait le bruit quasiment comme un coup de feu. Là. Donc, tu rassures les gens. Sinon, l'éclairage vient d'exploser, mais ça va bien aller. Sinon, j'ai déjà vécu aussi une panne d'électricité. Ça arrive à beaucoup d'humoristes. À ce moment-là, on perd le micro, on perd l'éclairage. Il faut faire de l'impro, mais il faut parler fort. Puis ça, c'est plus comme au théâtre. Wow. C'est quand même particulier, mais ça crée aussi un moment magique. Les gens disent « Ah, j'étais là pendant la panne » ou « J'étais là quand la madame s'est écrasée au sol ». Donc, c'est les 3 exemples qui me viennent rapido, là, mais il arrive tout le temps des affaires. OK. Ben, c'est ce qu'on disait, en fait, ça prend une bonne capacité d'adaptation, là, ça en est la preuve. Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Donc, maintenant, on va parler des conditions de travail. Est-ce que tu serais syndiqué, exemple, avec l'Union des artistes? Honnêtement, je ne connais pas exactement la réponse à la question. Je sais que l'Union des artistes, c'est un syndicat, puis je sais qu'ils nous offrent des conditions qui sont contrôlées. Donc, je pense que oui, ça compte comme ça. Par exemple, ils vont aller protéger justement dans le tarif minimal dont je te parlais tantôt. Là, quand tu es en tournée, même si tu es en rodage, en création du spectacle, tu es payé un minimum pour être ce moment-là sur la scène. La même chose pour les acteurs, on appelle ça un minimum UDA. Dès que tu es dans l'Union des artistes, eux, ils n'ont pas le choix de te payer un certain montant pour ta présence. L'Union des artistes, on peut y entrer en faisant des contrats, on obtient ce qu'on appelle des crédits. Une fois qu'on a cumulé ça, on devient stagiaire, ensuite on devient membre. Et ça permet, c'est ça, ces protections-là. Je pense que tu as des protections aussi au niveau de tes contrats. Mettons que c'est annulé. Tu as aussi une petite paye de vacances qui te mettent de côté. Justement, là, quand tu n'es pas bon avec tes impôts, là, les autres, ils t'ont mis une paye de vacances qu'ils ont mis de côté pour toi-même sur tes propres salaires pour dire « Hey, check, on t'a mis de côté une paye ». Donc, tu as tout ça là, qui est l'UDA. Puis, ils vont aussi sur les plateaux, sur les lieux de travail vérifier. Là. Tu sais que c'est sécuritaire ici. Est-ce que les gens sont bien traités? Donc, ils font tout ça, l'UDA. Bon. Il y a aussi des assurances à partir d'un certain niveau là, que tu travailles, que tu peux avoir. La base, là, les dents, les massages, un examen d'yeux. Non, super! Ensuite de ça, est-ce que tu as des avantages sociaux? Oui, c'est ça, les assurances, comme je te disais, qui sont donc, avec l'UDA. Donc, tu fais partie de l'Union des artistes, oui, je suis dans l'UDA, parce qu'au début, je n'étais pas sûre comment tu répondais. Oui, non, parce que je voulais juste... Je n'étais pas sûre sur le syndicat, mais maintenant que j'en parle, c'est un syndicat, l'Union des artistes. D'ailleurs, tu vois, MC Gilles avait dit ça à tout le monde en parle. Il avait dit, moi, je ne suis pas dans un syndicat. Puis tout le monde était comme, ben oui, tu es dans l'Union des artistes, donc oui. Oui, c'est ça. Et oui, donc les avantages sociaux, c'est ça, principalement la petite paye de vacances dont je te parlais, les assurances, mais ça, c'est en lien avec ton revenu. Donc, si tu ne fais pas beaucoup de revenus, si tu ne fais pas beaucoup de contrats, tu ne pourras pas rentrer dans l'UDA en ayant tes crédits. Puis, si tu ne fais pas beaucoup de revenus, tu n'as pas beaucoup d'assurance non plus. C'est comme... Ça a l'air niaiseux, mais c'est comme argent, or, platine. Tu es comme classé. Là, OK. Donc, on a ces avantages-là avec l'Union des artistes. Parfait. Les horaires, en fait, c'est assez varié. Tu en as parlé un peu. Oui, très, très varié. C'est ça, des tournages sur des plateaux, c'est des 12 heures. Ouais. Sinon, faire de la route, des fois, c'est des horaires un peu funky. Il faut que tu fasses toute la route pour te rendre à la ville. Il faut que tu roules le lendemain matin. Donc, j'ai parfois l'impression de travailler 24 heures sur 24, mais comme je te dis, en même temps, je me laisse des moments de paresse là-dedans. Puis aussi, horaire atypique, des fois, je peux aller magasiner au Winners un mardi après-midi. Mais je travaille le soir, je travaille la fin de semaine. Parfait.
Les lieux de travail, on en a parlé aussi un Pas peu. mal, ouais, les salles de spectacle. Moi, j'ai la chance de vivre ça, les grandes salles. Sinon, les bars, il y a aussi le milieu scolaire, comme je te parlais, que moi, je fais moins, école secondaire, Tu peux-tu école aller sur des primaire. terrains de camping, mettons? Oui, j'ai déjà fait Ouais. un corporatif dans un camping. OK. C'est pas mon rêve, mais ça a été Ouais. plaisant. OK. Dans les Dans le corporatif, festivals? on va partout. Ouais, les festivals, tu fais bien le nommer, Mhm. qui sont dans les salles, mais aussi des scènes extérieures. Ça aussi, Mhm. c'est un beau défi d'humour. Ouais. On est dehors, il y a de l'action, puis tout ça. Le summum des festivals, mettons, pour les humoristes, là, ce serait quoi? Ben, là, ça a changé beaucoup le paysage dans les derniers mois, carrément. Là. Maintenant, c'est Comédia qui a Juste pour rire. Donc, on peut dire que Comédia est un peu le gros joueur des festivals. Autrefois, c'était Juste pour rire. Ouais. C'était faire un gala, faire un succès. C'était Mhm. c'était comme le chemin vers le succès. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, les festivals, il y en a plus. C'est diversifié. Ben, je pense que maintenant, Comédia, ça va être le gros joueur. Moi, je l'ai fait cet été. J'ai fait un gala, j'ai fait les grands bien cuits. J'ai fait des petits spectacles thématiques ici et là. Mais c'est le fun, il y en a pour tous les goûts, puis ça Ben permet oui. aussi aux humoristes d'avoir du travail pendant l'été, puis de vivre des expériences variées. Super. Le rythme de travail, qu'est-ce que tu pourrais dire? Le rythme de travail, c'est toi qui le décides, puis ça, c'est le piège, là, je pense. D'où l'école de l'humour. La raison pourquoi je le recommande, c'est d'aller chercher une éthique de travail, un horaire, apprendre à se connaître. Le rythme, il y en a des humoristes qui sont des bourreaux de travail, il y a des humoristes qui sont très paresseux. Moi, je suis un peu dans l'entre-deux, là. Je fais toutes mes tâches, je prends ça au sérieux, les projets. De temps en temps, j'essaie de vraiment décrocher le plus possible. Parce que les réseaux sociaux, ça fait que tu es un peu tout le temps là, à réfléchir à Oui, ça. C'est un mais danger, il faut oui, savoir l'éteindre, ce mais qui n'est pas ma exactement. force. Mhm. Donc, à chacun son rythme. Il y a des gens qui écrivent 2 heures par jour, il y a des gens qui font des shows tous les soirs, il y en a qui modulent leur horaire, il y a des gens qui ont des enfants, Ben des oui. femmes qu'il faut qu'ils travaillent autour de ça. Donc, chacun son rythme. Moi, Mhm. c'est sûr que les fois que j'ai compté, je faisais plus que 40 heures semaine. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression de m'amuser. Là. Fait que c'est positif. Ben oui, très positif. Maintenant, au niveau des vacances, t'en prends combien de semaines, mettons, par année? Bonne question. Comme je te disais, pour moi, ça a été un problème. Là. C'est comme, je me mets des vacances, puis là, on reçoit un appel, puis un contrat, puis j'annule mes vacances. Donc, Ah, ça, c'est vraiment, il faut savoir se respecter quand on est ouais. travailleur autonome, parce que souvent, on a l'impression qu'on ne travaille pas assez, mais on travaille plus. Donc, j'en prends un peu. En théorie, j'en ai un peu à l'infini, au sens c'est moi qui décide, mais en même Ben, c'est temps, ça. j'en ai pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contrats que je peux pas annuler. Tu sais, tout ce qui est du spectacle en salle qui a été booké, qu'il y a des gens ont acheté des billets, ça, là, tu cancelles pas ça. Là. T'as beau être fatigué, malade, quand 1000 personnes ont payé et sont là, ben ça se cancelle pas. Donc, il y a il y a des aspects de les choses sont moins modelables une fois que tu as pris l'engagement. Mais sinon, je suis allée une semaine dans le sud l'année passée, je vais refaire la même chose avec ma famille. Puis de temps à autre, Super. j'essaie surtout de prendre, je fais des petites semaines, mettons des semaines de 4 jours au lieu de m'amener à bout, puis là, devoir prendre des vacances parce que je suis plus capable. Donc, je me fais un horaire de semi-retraité, là. Et c'est ça qui marche pour moi. Oui, bon, super. Et la question au niveau des revenus, je sais que les humoristes n'aiment pas trop divulguer ça d'après les différents articles que j'ai lus. Mm-hmm. Donc, toi, est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, avec plaisir. On pourrait donner des tranches, peut-être. Ben Peut-être que c'est oui, intéressant des tranches. comme tu es à Je l'aise. comprends le malaise des humoristes, mais de toute façon, on peut jamais gagner les humoristes à ce jeu-là parce que quand on n'est pas bon, le monde se dit ah, ben, tu dois être mauvais, tu n'as pas d'argent. Puis quand on gagne trop, ben, le monde dit ben, vous gagnez trop, puis c'est Ouais. ridicule. Le métier que vous faites, ça sert à rien. Moi, je pense que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, mais je pense que ça va toujours choquer, surtout pour des gens qui. Tu sais, les gens, ils travaillent fort, puis surtout des gens qui n'aiment pas leur travail, c'est sûr qu'ils vont être outrés là, de voir autour d'eux que des gens sont payés plus cher qu'eux. Mais oui. Surtout quand ils ne considèrent pas le métier. Bref, tout ça pour dire que, mettons qu'un humoriste qui fait seulement des open mic, qui fait seulement des petits shows à 25$, qui n'a pas de contrat télé, qui n'a pas de contrat radio, qui est un peu sur les réseaux, mais mettons qu'il ne fait pas un gros revenu là-dessus, ben il fait pas d'argent. Je le dirais comme ça. Donc ça Moi, je inclut, dirais peut-être une fourchette de 15 à 25 000 par année, selon ce que j'ai lu, là. Ouais, mais ça serait quelqu'un de la. Je mettrais ça la tranche au-dessus de quelqu'un. Ça, c'est 15 à 25 000, c'est qui, mettons, Attends, je vais aller dans te dire ton. ça. Ce sera Ça, pas c'est bien quelqu'un long. qui n'est pas connu, là. Mettons. Ouais, c'est ça. Ou en début de carrière, je pense que ça Ouais. me disait. Je vais te lire ça. C'était sur métierquebec.org. OK. Ça disait, même si peu d'humoristes acceptent de divulguer les revenus qu'ils font,
tous s'entendent pour dire que pour les 5 à 10 premières années, la rémunération brute tourne autour de 15 000 à 25 000 par année, incluant les tournées, les spectacles corporatifs, les événements comme les mariages ou anniversaires, etc. Je pense que ça, c'est plus vrai. Je pense qu'à cause, maintenant, c'est rapide avec les réseaux sociaux, puis le milieu va rapidement. Donc, avant, comme tu disais, on prenait 10 ans, puis là, ça devenait quelque chose. Là, maintenant, il se passe quelque chose. On est humoriste, on gagne de l'argent. Donc, j'ai l'impression que ça va plus de 0 à paf, 150 000 d'un coup. OK. Puis, moins de monde vont rester dans cette tranche-là du 15 000. J'ai l'impression que ça, c'est tout ou rien. Là. Soit tu fais presque pas d'argent, soit d'un coup, tu sais, ça devient sérieux. Après ça, les humoristes connus, là, tu sais, les grands humoristes, là, le Jean-Marc Parent, Laurent Paquin, Lise Dion, Christine Morancy, eux, ils font des beaux sous. Je pense qu'on peut dire ça, on peut assumer ça. Puis moi, je tente les deux catégories, puis moi aussi, je trouve que je gagne vraiment bien ma vie avec ce que je fais. Donc, je pense que la tranche la plus générale qu'on peut donner, ça va de 0 à 1 million par année, mettons, là, tu sais. Puis je pense que beaucoup d'humoristes se situent en bas du 10 000, là. Quand on parle au Québec, il y a peut-être 300-400 humoristes, là. Il y a peut-être 150-200 de ces humoristes-là qui font des open mic, qui sont carrément pas payés. C'est presque un hobby. Puis après ça, tu as à peu près 200 humoristes qui, eux, ben, gagnent un montant entre 10 000 et 1 million par année. C'est vulgarisé, là, mais je pense que ça couvre bien, tu sais. Oui, vraiment. Merci de nous avoir donné une idée. Maintenant, habillement professionnel. Est-ce que tu t'habilles comme tu veux? Est-ce qu'il y a un certain décorum dans l'humour? On s'habille mal. Les humoristes, ça c'est assumé, là, ça revient souvent, là, tu sais, par rapport... Les acteurs, ils s'habillent un peu mieux. Les humoristes, on s'habille mal. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui jouent sur le... Ils rient d'eux-mêmes sur scène. Donc, tu sais, je pense que... Moi, j'ai des blagues. Ben oui, j'ai des blagues comme ça sur mon stylisme. Ouais. Moi, quelquefois, on m'a donné des conseils que j'avais même pas demandé. Il y a quelque chose sur l'apparence que moi, j'aime pas dans mon métier. Moi, c'est le contraire de mon message. Mon message, c'est anti-superficiel, puis c'est de s'aimer comme on est, s'aimer à l'intérieur. Donc, très beau message. Moi, ça me rejoint moins, mais oui, les gérants vont dire ça. Hey, t'as un gala dans une semaine, ça tente pas de te faire couper les cheveux, puis t'as-tu une chemise qui est à ta taille, puis ce serait le fun que tu sois propre. Puis, donc, quand même, il y a un œil là-dessus. Il y en a, c'est ça. Quand tu vas à la télévision, t'amènes 2-3 options. Là, tu sais, mettre la bonne affaire. À la TV, on met pas un chandail qui est rayé comme ça. On met pas un motif qui va mélanger le monde. Sur scène, on met pas un chandail qui est écrit quelque chose qui est super dérangeant, puis le monde, ils vont dire, non, c'est où, faut que je regarde. Donc oui, ça a rapport, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est important pour moi. Alors, je trouve que l'important, c'est de se sentir bien sur la scène. Moi, j'en mets tout le temps le même linge aussi, tu le sais, tu as vu mon spectacle, mais c'est comme un uniforme pour moi, ça me donne de la force. Je m'habille drôle. Moi, je m'habille comme deuxième degré, là, tu sais. Je m'habille pas pareil sur la scène puis dans la vie, puis je m'habille cocasse. Ben oui, c'est bien correct comme ça. Quels sont tes outils de travail? On a parlé un peu, mais évidemment, le cellulaire pour faire les réseaux sociaux, après ça, un ordinateur pour écrire tes textes, papier, crayon, imprimante pour imprimer tes textes. Le petit micro, un classique, le micro, souvent il y a le tabouret, le stand à micro, ceux qui aiment ça, travailler avec ça. Après ça, ton auto aussi. Mon auto, ma toute nouvelle voiture, mais oui, c'est quand même, c'est pratique pour un humoriste. Au début, il y en a qui pognent des contrats à cause de ça au début. Ils ont un char, puis là, sont comme les autres humoristes, ben viens-t'en à la soirée, tu feras le lift aux deux autres, là, puis tu feras un 15 minutes si tu veux. Bon. Donc, des outils comme ça, ben le dictionnaire, le Becherel, le Canva pour du graphisme, des outils de montage pour la vidéo. C'est un peu tout ça là, qu'on utilise. Super. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? L'amour qu'on donne et qu'on reçoit. C'est vraiment pour ça que je suis là-dedans. Moi, je suis dans une quête éternelle là, d'amour, évidemment de validation, mais surtout de rire. On se sent tellement bien après une soirée d'humour, pour vrai. Là, rire autant, ça fait du bien. Oui, vraiment. Je pense que vraiment le métier sert à ça, puis c'est comme ça qu'on est utile à la société. On peut aussi parler de ce qui nous tient à cœur. C'est un énorme porte-voix. Là, oui, exact. Moi, ça me permet de passer des messages sur mes valeurs les plus profondes. Sensibiliser le monde. Exactement, oui. Fait que ça donne un sens à ma vie. Je pense que c'est ça que j'aime le plus du métier. Très intéressant. Puis maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins? J'aime moins les malaises et aussi les moments où les gens manquent de respect. C'est normal. Puis je suis comme ça dans la vie aussi.
Puis honnêtement, je suis très chanceuse. Moi, j'ai des spectacles qui se passent toujours bien. C'est rare. Dans la vie, c'est vraiment rare. Quelqu'un vient te voir en personne, te dire qu'il t'aime pas. Il va te le dire sur les réseaux. En personne, les gens sont gentils. Ben Moi, oui. je suis gentille aussi. Ben oui. Donc, normalement, c'est positif, mais c'est sûr que moi, j'aimerais avoir un bouton magique où mon humour rejoint juste les gens qui veulent être rejoints par mon humour. Okay. C'est le seul défaut du travail. Ouais. Quand une vidéo est vue par quelqu'un qui n'aime pas ça, ben, je suis comme, ah, c'est plate, mais t'es dans la mauvaise place sur Internet. Ouais, exact. Donc, moi, j'ai juste envie de rejoindre les gens qui ont envie de m'écouter, qui me trouvent drôle. Malheureusement, des fois, on est devant un public qui ne tripe pas sur nous. Notre vidéo, elle rencontre un auditoire qui n'aime pas ça. On vit avec ça. C'est mon envie de plaire, là, qui est comme chronique. Ouais. Mais règle générale, je suis très choyée. Normalement, je suis devant le bon public, au bon endroit, au bon moment. Mais c'est sûr qu'il faut accepter ça. Mais je dois dire, j'ai un côté qui apprécie les deux. Quand c'est le fun, c'est le fun. Quand le monde m'aime pas, je me dis, oh, on recommence demain, ça va être correct. Quelles sont les contraintes ou les inconvénients liés à ton travail? Ben, c'est ça, les inconvénients, ça, j'en parlais un peu, là, évidemment, c'est la peur de déplaire. Les contraintes, ça va être plus l'horaire. Tu sais, on travaille de soir, là. Il n'y a pas de show à 8 h le matin. Fait que, Ouais, si c'est t'es ça. matinal, ben, tu peux faire de la radio, mais c'est sûr que tu es pogné dans cet horaire-là. Puis des fois, c'est difficile parce que tu travailles tous les soirs. Fait que là, tu sais, le matin, t'as pas le goût de travailler, mais il y a des gens qui te demandent des choses. Donc, moi, je suis de soir. La fin de semaine aussi, c'est sûr que tu travailles le week-end, là, si tu deviens humoriste. Donc, ça, c'est... Tu peux pas vraiment le contourner. Tu peux faire des choix pour pas vivre ça, mais c'est un petit peu dans les contraintes là, que tu n'as pas le choix. Oui, OK, parfait. Quelles sont les valeurs que tu partages avec ton métier? Ben, c'est ça, j'en parlais tout à l'heure. Évidemment, dans mon humour, je transmets des messages. Il y a des messages d'acceptation de soi, aussi le côté positif de l'autodérision. Après ça, moi, dans mon métier, j'essaie un peu de combattre le côté superficiel parce que c'est la TV puis le milieu de l'image, on dirait, j'ai envie de casser ça, j'ai envie de montrer autre chose. Évidemment, j'ai des valeurs féministes, que quand on est humoriste femme, on s'en fait parler puis tout ça. Donc, il y a ça aussi. Puis évidemment, ma valeur primordiale, c'est cette idée-là de donner de l'amour, de faire du bien aux gens, de faire rire, de faire quelque chose de positif. Très bien. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confrontée? Oh! Excellente question. Attends, je prends le temps d'y penser. Ben, dire non. Ah oui, OK. C'est pas facile pour moi de dire non. Déjà, à l'improvisation, on nous apprend de toujours dire oui. C'est la clé du sketch. On a dit, ben, quelqu'un dit, on fait un impro, on est en Égypte, tu dis oui. Okay. On dit toujours oui à l'impro. Okay. Et on dirait que je dis toujours oui dans la vie. Ça me vient de l'envie de plaire. Là, c'est tout ça qui est arrivé pour le podcast. Je suis là, j'aimerais dire que je suis là de mon plein gré. Non, mais ton approche m'a séduite. Venir à mon spectacle, se mettre dans le fil, c'est une excellente façon de me booker. Mais non, ça va être... Puis c'est pour ça qu'on a une gérante. Elle a dit non. Elle a dit, hey, ça se peut-tu qu'on dirait non? Okay. Comme ça, tu mets quelqu'un, un intermédiaire. Oui. Parce que sinon, on pourrait jamais... Humoriste, là, tu peux te faire demander... viens voir ma soeur à l'hôpital, elle est malade, puis faire une vidéo pour mon mariage. Puis j'essaie le plus possible de dire oui, mais de temps à autre, il faut dire non à un contrat, où il y a 2 contrats en même temps. Donc, mais ça l'aide. Un gérant, une gérante qui dit, ben regarde, c'est elle qui s'occupe des dispos, puis elle va te répondre. Puis d'habitude, ça l'aide. Mais aussi, il faut apprendre à être authentique, puis mettre ses limites. Puis ça, c'est des défis que j'ai dans ma vie. Puis un jour, je trouverai la réponse à ça. Ça marche. Maintenant, un accomplissement dont tu es fière. Oh! Peut-être pas ce que tu t'imagines. Peut-être tu penses à des, mettons, des trophées ou des mais moi, je pensais, mettons, à l'école de l'humour. Oui. Parce qu'ils disent qu'il y en a 12 qui sont acceptés par année. Je trouve que c'est tout un accomplissement. C'est pas pire, hein? Mais 12, je te laisse choisir ton accomplissement. Moi, mon accomplissement, ça va être plus l'idée là, de gagner ma vie en faisant rire. Oui, c'est des petits moments où je le réalise. Dans un spectacle, tu es au volant, tu viens de sortir de là, puis tu es comme frappée du fait que tu es heureuse, tu es accomplie. Des fois, j'ai des moments comme ça, j'ai quasiment envie de pleurer. Je suis comme, oh là, je le vis, là, je suis fière, il faut s'accorder ça. Oui, donc, c'est pas tant une bourse, mettons que j'ai eu à l'école de l'humour, ou un trophée, ou une reconnaissance, ou un nombre d'abonnés. Ça va être vraiment le principal de ma vie, c'est faire de la création, faire de l'art, puis gagner ma vie en faisant rire. C'est ça, là, la grosse affaire pour moi, puis des fois, j'essaie de m'autoriser cette fierté-là. Oui, c'est très beau. Parfait.
Puis, ce serait quoi tes ambitions pour le futur? Est-ce que tu te verrais en France plus tard? Non, reste au Québec. Non, je vais rester au Québec. Non, la France m'intéresse pas pour développer ma carrière d'humour. Je suis allée là pour l'impro. J'ai adoré découvrir le continent européen, mais Mais il y a tellement d'humoristes qui vont en France. Qu'est-ce qui se passe? je pense qu'il y en a qui voient ça comme plus gros Ouais. que le Québec. OK. C'est en français aussi. Ouais. Donc, il y a des humoristes que le style fit bien pour la France, là, soit leur parler. Tu sais, moi, je pense pas. Moi, j'utilise plein de joual, d'expressions québécoises. Mes référents sont québécois. Moi, Ouais. c'est le Québec. Puis, même si tu me disais, demain matin, tu es connu aux États-Unis, je cherche pas ça. Je cherche à bâtir quelque chose d'intéressant au Québec. Au Québec. Puis c'est ça mes ambitions. On t'a vu mon premier spectacle. Là, je vais commencer à en écrire un deuxième. Oh, déjà? C'est de toujours bâtir, d'aller vers le haut, Oui. puis d'être épanouie là-dedans. Je pense que c'est ça mon ambition, faire une différence dans la vie de certaines personnes, soit juste par le rire, soit par des causes ou quand tu parlais de défendre mes valeurs. Oui. Je pense que c'est ça le grand projet là, qui me stimule. Parfait. Et pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient percer dans le domaine de l'humour? Très bonne question. Je pense que j'en ai donné tout le long. C'est un peu comme ça que j'abordais l'entrevue. Effectivement. Donc, premièrement, plonger, évidemment, j'en ai parlé, tu sais, le faire, là, pas juste en parler. Puis ça, en se bouquant des objectifs, il y en a pour qui c'est l'école de l'humour, mais il y en a, c'est juste de dire, OK, je vais essayer un open mic, je vais essayer une soirée, je vais aller essayer un numéro, je vais monter sur la scène, il faut le faire, il faut l'essayer. Prends tout ce que tu trouves, en fait. Là. Exactement, oui, on disait proposer son nom, s'inscrire dans des concours, ça, il faut absolument le faire, il faut se donner la chance à nous-mêmes, on n'attend pas après un gérant, un agent ou la magie. Faut foncer. Exactement. Puis après ça, c'est de savoir c'est quoi la réalité d'un humoriste. Comme je te dis, il y en a qui sont surpris là, que tu es tout seul dans l'auto, tout seul à l'hôtel. C'est des réalités auxquelles tu dis, OK, est-ce que j'aime l'idée que je me fais d'être humoriste ou j'aime vraiment cette vie-là d'humoriste et j'ai envie de ça? Et finalement, c'est de s'inspirer de tout, de trouver qu'est-ce qu'on a envie de dire. Puis si on n'a rien à dire, on se sent trop jeune, on n'a pas d'expérience, avoir des expériences de vie. Faire des voyages, faire l'école de l'humour, aller dans les soirées, se faire des contacts, regarder de l'humour, écouter de l'humour, des films, de la musique, de l'art, se stimuler le cerveau, là, puis se donner une chance de le faire. C'est vraiment ça le plus gros conseil que je peux donner. Le reste, après ça, les gens, ils vont te le dire, si t'es drôle, ils vont te donner d'autres opportunités, ça va se bâtir tout seul. Mais il faut l'essayer, il faut monter sur la scène. Super! Donc, pour terminer, est-ce que tu voudrais promouvoir tes réseaux sociaux pour les gens qui veulent te suivre? Ben oui, avec plaisir. Moi, j'utilise Instagram. J'utilise aussi Facebook. Parfait. J'ai un TikTok. Il y a quand même beaucoup de vidéos. Ouais. Mais je suis honnêtement pas active en ce moment, mais les gens peuvent aller voir. J'ai des sketchs, j'ai des blagues et tout ça. Parfait. Ça fait le tour de comment j'utilise le web. Parfait. Puis, mettons ton nom Instagram, ce serait quoi? C'est Michel Comique. Excellent. Puis mon site internet, c'est michelderocher.ca. Puis là, on retrouve toutes les dates de spectacle, les billets et les projets en cours. On note, puis je vous la recommande à 100%. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer au Défilé des carrières. Ça a été très plaisant. Puis, je vous dis à une très prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de suivre le Défilé des carrières sur YouTube ou Spotify, TikTok, Instagram. Et à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!